Chapitre 12. Le camp entier vivait dans la terreur des lundis et des jeudis soirs. La tension montait depuis le matin et en fin de journée, tout le monde était au bord de l'hystérie. Ces soirs-là, la police du camp passait dans chaque baraquement annoncer les noms de ceux qui devaient quitter Westerbork le lendemain. On connaissait les destinations: Auschwitz et Sobibor en Pologne, Bergen-Belsen en Allemagne. C'étaient les noms des camps de concentration où se rendaient les convois, alors que Westerbork n'était qu'un camp de transit. La rumeur courait que, là-bas, les conditions étaient infiniment plus dures, les prisonniers étaient traités comme des esclaves. Les enfants, les femmes et tous ceux qui étaient trop faibles pour travailler mouraient comme des mouches. M. Goslar cherchait à rassurer Anna. Avec notre document pour la Palestine et nos passeports paraguayens, nous ne risquons rien. Donc les lundis et jeudis soirs, quand la police du camp en uniforme vert donnait lecture des listes, ceux dont les noms étaient cités n'en pouvaient plus d'angoisse. Ils emballaient leurs maigres possessions et passaient souvent la nuit à pleurer à l'idée que, le lendemain, ils partaient pour l'inconnu. Ils craignaient même d'être gazés. À la première heure, les mardis et vendredis matins, les SS les conduisaient sur le quai qui les embarquait dans des wagons à bestiaux. Leurs biens étaient entassés dans des charrettes. D'un bout à l'autre du camp, on entendait le sifflement perçant de la locomotive, puis son halètement lorsque le train quittait la gare. La plupart de ceux qui montèrent dans ces trains, on n'en eut plus jamais de nouvelles. Avec l'automne arriva un temps humide et frais. À part un pull au vert, Anna et Gabi n'avaient aucun vêtement d'hiver dans leur sac à dos. « Ce que j'ai été bête !» se disait Anna. L'humidité les pénétrait jusqu'aux os. La pluie transforma de nouveau les allées en boue gluante. Les prisonniers surnommaient la plus large le boulevard des supplices. Il fallait faire attention à ne pas laisser ses chaussures prisonnières de la gadoue. L'humidité était telle que les parois des baraquements étaient couvertes d'une couche de moisis vert de gris. Entre les sanitaires à nettoyer et les soins à donner aux petits de l'orphelinat, Anna était occupée toute la journée, ce qui lui convenait, car ainsi elle ne se sentait jamais seule. Le groupe procurait au moins un sentiment de camaraderie, comme s'ils étaient les survivants d'un naufrage, embarqués dans un canot de sauvetage. Un canot certes bien misérable, mais il flottait et l'esprit du judaïsme y régnait. Alors qu'ils étaient à Westerbork depuis 15 jours, Gabi pleura durant une nuit entière. Anna ne savait plus quoi faire pour la calmer. Au matin, elle lui tâta le front, il était brûlant. La petite frissonnait des pieds à la tête, ses yeux rougis luisaient de fièvre et son nez coulait. Les deux mains sur les oreilles, le visage cramoisi, elle ne cessait de brailler et rien ne parvenait à l'apaiser. Anna comprit que c'était grave. Chaque fois qu'elle tentait de la toucher, la petite la repoussait en criant plus fort. Finalement, Anna la prit dans ses bras et l'emporta jusqu'au grand baraquement qui servait d'hôpital. Sans attendre les médecins, des prisonniers juifs opérèrent les oreilles de Gabi. Anna se rendit à l'hôpital dès qu'elle eut terminé son travail. Son père et ses grands-parents étaient au chevet de sa sœur. Dès lors, ils se retrouvèrent chaque jour près du lit de Gabi. Un gros pansement lui entourait la tête. Elle ne criait plus, mais fixait sur eux des yeux brillants de colère et de larmes. Monsieur Goslar s'efforçait en vain de la faire manger. Anna essaya à son tour, mais elle n'eut pas plus de succès. Gabi était très malade. Le soir, on entendait des avions passer haut dans le ciel. Au milieu de la nuit, d'autres passaient encore. La constellation de la petite ours se levait à l'est. Plus la nuit avançait, plus elle montait. À l'opposé brillait celle du lion. Ces deux constellations traversaient-elles également le ciel, là où se trouvaient Anne et Alfred ? En novembre, une rumeur se répandit rapidement. Les nazis ne respectaient plus aucune liste particulière, ceux qui y figuraient pouvaient s'attendre à être déportés, eux aussi. Affolée, Anna se mit à rôder dans le camp pour essayer de voir son père. Impossible de le trouver. Après le dîner, navet et pain moisi, un policier du camp entra dans l'orphelinat.
il annonça que les listes palestines étaient annulées et que les individus concernés allaient être transférés vers l'Est pour un regroupement de population. Après avoir feuilleté ces papiers, il ajouta que seules les 2 premières étaient encore valables. À peine la police repartie, Anna se précipita à l'hôpital. Son père était là, penché sur Gaby, à qui il parlait doucement. Elle mangeait une petite tomate. « Les listes palestines sont annulées, » annonça Anna. Il lui répondit qu'il était déjà au courant. « Sauf la première et la deuxième. Et nous sommes sur la deuxième, c'est ça ?» Il fallait qu'elle en soit sûre. « Oui, Annelie, nous sommes épargnés pour cette fois. » Il ajouta cependant que même s'il passait au travers des mailles du filet, il devait prier pour ceux qui partaient. Le lendemain, un convoi d'une importance inhabituelle quitta le camp, 1000 personnes, ce qui anéantit ceux qui restaient. Puis d'autres trains arrivèrent d'Amsterdam, amenant leur cargaison de nouveaux prisonniers. La pluie tombait sans arrêt du ciel gris, détrempant les miradors et les baraquements immondes. Dans certains, les baraquements S, on enfermait ceux qui avaient commis un crime contre les nazis. Ces prétendus criminels avaient tenté de s'enfuir ou de se cacher et avaient été découverts. Quelques-uns parmi eux avaient rejoint les mouvements anti-nazis clandestins pour saboter le régime et venir en aide aux victimes. Ces criminels des baraquements S se reconnaissaient à la pièce rouge cousue sur leur salopette. Les hommes avaient le crâne rasé et devaient porter des casquettes. Les cheveux des femmes étaient coupés ras. Parce qu'on les nourrissait moins, les S étaient encore plus affamés que les autres. Parce qu'on ne leur fournissait pas de savon, ils étaient très sales. Leurs vêtements étaient infestés de vermine. La pluie continuait à tomber. Quand elle s'arrêta, la température dégringola. Le sol gela et devint très glissant. Anna ne possédait qu'un pull vert, rien ne lui permettait d'échapper au froid et à l'humidité pénétrante, à l'intérieur comme à l'extérieur.